Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. La séquence d'aujourd'hui est une séance de révision sur le cours de physiologie auquel vous aviez assisté auparavant. C'est la deuxième partie de la séance de révision de ce cours SVI S4 Physiologie animale. Dans la première partie, nous avons parlé du milieu intérieur, de sa composition, et on s'est arrêté à l'une des composantes qui est l'eau. Au cours de cette deuxième partie, on va s'intéresser à la deuxième composante, telle que les autres solutés, tels que le glucose, le sodium, les électrolytes, etc. Et enfin, on va essayer de voir comment se fait la régulation au niveau du milieu intérieur. Nous avons dit que dans cette composition du milieu intérieur, nous avons l'eau, qui représente 60% du poids corporel, et nous avons ces solutés. C'est, du point de vue quantitatif, ces solutés sont représentés sur le tableau. Donc nous avons différents éléments, mais avec des proportions différentes. Mais là, on peut focaliser certains éléments très importants que l'on peut noter et qui se présentent avec une proportion très importante, telle que le sodium au niveau extracellulaire. Le sodium au niveau extracellulaire, il se trouve à une concentration très importante de 150 milliéquivalents par litre. La même chose pour le chlore. Le potassium, il est intracellulaire, il a à peu près 110 milliéquivalents par litre, etc. Et nous avons d'autres composés, d'autres éléments tels que les protéines, les acides aminés, les acides gras et les autres ions. Mais comme vous le constatez sur ce tableau, ces quantités de ces solutés sont représentées sous forme d'une concentration en milliosmoles. Si on fait la somme de ces milliosmoles au niveau, prenons par exemple le cas dans l'espace interstitiel ou dans l'espace plasmatique, si nous faisons la somme de ces composantes, on va avoir une somme de l'ordre de 300 milliosmoles. Et vous savez que chaque soluté, quand il se trouve dans une solution, il a une certaine activité osmotique. Alors, ces millimoles, ce sont des milliosmoles. Si on fait la somme de 300 millimoles, ça veut dire que nous avons ces solutés qui créent une certaine activité osmotique qui est de l'ordre de 300 milliosmoles. Cette concentration osmotique, elle doit rester constante. L'organisme échange beaucoup d'éléments, des ions et des nutriments avec son environnement ainsi que de l'eau. Et ce changement, ces échanges avec son environnement peuvent, dans certains cas, altérer la constance de cette concentration osmotique au niveau de l'organisme. Et cette concentration osmotique qui est de l'ordre de 300 milliosmoles et qui devrait rester constante, elle est étroitement liée à la quantité d'eau au niveau de l'organisme. Et c'est pour cela qu'il faut une régulation du volume hydrique au niveau de l'organisme. Et l'organe le plus approprié, l'organe essentiel pour cette régulation de l'eau au niveau de l'organisme, c'est le rein. Le rein, c'est un organe essentiel ou principal dans la régulation ionique, hydrique et acido-basique. À quoi ça consiste un rein? Le rein, c'est un organe qui a une constitution un peu spécifique. Il comprend un certain nombre de néphrons. Et chaque néphron, c'est une unité fonctionnelle du rein. Tout se passe au niveau du néphron. Nous avons à peu près 1 500 000 néphrons au niveau de chaque rein. À quoi ça consiste un néphron? Un néphron, c'est un tubule, comme ça, qui est formé de plusieurs parties. Nous avons le corpuscule rénal, nous avons le tube proximal, l'anse de Henle et le tube distal. Au niveau du corpuscule rénal, nous avons le glomérule et la capsule de Bowman.
Du point de vue hémodynamique, comment ça se passe? Nous avons du sang qui arrive au niveau de l'artérielle afférente pour irriguer le néphron. Ce sang va passer au niveau du glomérule. Et vu la force exercée par le sang, cette pression hydrostatique exercée par le sang, elle va pousser ici un filtrat qui est composé par l'eau et les solutés de faible poids moléculaire, tels que le glucose, les ions, les acides aminés, etc. Donc il y a une fraction du plasma qui va passer ici au niveau de la lumière tubulaire. Et cette fraction, ça s'appelle le filtrat glomérulaire. Le filtrat glomérulaire. OK? Ça s'appelle le filtrat glomérulaire. Donc nous avons ce filtrat qui va se déplacer tout le long de ces tubules. Au cours de son transit, il y a différents phénomènes qui permettent des échanges entre ce qui est filtrat, ce qui se trouve au niveau de la lumière tubulaire, et le sang. Et le rein, il va réabsorber tous les éléments nécessaires pour l'organisme, tels que l'eau, le sodium, le glucose, les acides aminés, etc. Mais tout ce qui est inutile, il va être libéré ici au niveau des urines. Dans certains cas, le rein, il peut aussi sécréter certaines substances pour l'élimination, comme par exemple les toxines ou des éléments qui sont en excès, que ce soit des ions ou autres. Alors dans ce cas, il va y avoir ce qu'on appelle le phénomène de sécrétion. Donc là, en résumé, on peut dire que la formation de l'urine, c'est pour l'élimination. Il y a trois processus qui interviennent dans la formation de l'urine. Il y a la filtration ici, il y a la réabsorption, et il y a ce qu'on appelle la sécrétion. Il y a des éléments qui quittent le réseau vasculaire et vont retourner dans la lumière tubulaire pour qu'ils soient éliminés au niveau des reins. C'est de cette manière que le rein intervient pour permettre la régulation hydrique, ionique et acido-basique. Maintenant, on va s'intéresser à la régulation hydrique. Pour ce faire, on va supposer deux situations. Une première situation, par exemple, si on a une déshydratation, par exemple au cours d'une activité musculaire ou au cours d'une activité sportive, on va éliminer beaucoup d'eau, on va perdre beaucoup d'eau, et dans ce cas, la concentration osmotique au niveau de l'organisme, elle va augmenter, elle va dépasser les 300 milliosmoles. Supposons qu'on va atteindre les 340 milliosmoles. Une fois cette concentration osmotique augmente au niveau du plasma, elle serait ressentie par des osmorécepteurs qui se trouvent au niveau du cerveau. Et ces osmorécepteurs vont activer la libération de l'ADH. L'ADH, c'est l'hormone antidiurétique qui est synthétisée au niveau de l'hypothalamus. Elle est libérée dans le sang. Elle va être transportée jusqu'au rein et plus spécialement au niveau des néphrons. Et là, au niveau des néphrons, l'ADH, elle va augmenter la réabsorption de l'eau qui va retourner dans le réseau vasculaire. Dans le cas contraire, dans l'autre cas, c'est-à-dire que si on a une hyperhydratation, si on a un volume d'eau au niveau de l'organisme qui dépasse la normale pour une raison ou une autre, alors dans ce cas, il y a intervention d'une autre hormone qui est libérée par l'oreillette droite du cœur, qu'on appelle l'ANF, ou l'hormone natriurétique, l'ANF. Et cette hormone, de la même façon, elle est libérée dans le sang, elle va agir au niveau des néphrons pour augmenter la sécrétion, si vous voulez, et diminuer la réabsorption, pour augmenter la sécrétion de l'eau et diminuer la réabsorption de l'eau, pour diminuer la réabsorption de l'eau. Comme ça, on va avoir ce qu'on appelle une diurèse, une élimination d'eau. En ce qui concerne la concentration du sodium, un élément très important au niveau de l'organisme, dans le cas où on a une hyponatrémie, c'est-à-dire une diminution de la concentration du sodium au niveau de l'organisme,
il faut qu'il y ait une régulation pour rétablir la concentration normale du sodium, qui est de l'ordre de 150 milliequivalents par litre. Dans ce cas, dans le cas d'une hyponatrémie, il y a activation d'un système qu'on appelle le système rénine-angiotensine. Ça consiste en quoi? Le système rénine-angiotensine est basé sur l'activité de certaines enzymes. La première enzyme qui intervient, c'est celle qui est libérée par le rein. Le rein, il libère une enzyme qu'on appelle la rénine. Et la rénine, quand elle va se trouver dans le sang, elle va rencontrer un polypeptide l'angiotensinogène. L'angiotensinogène. Ce polypeptide, il est fabriqué, ou il est synthétisé, si vous voulez, par le foie. La rénine, elle va cliver l'angiotensinogène pour le transformer en angiotensine 1. Et l'angiotensine 1, à son tour, elle est transformée en angiotensine 2 sous l'effet d'une enzyme de conversion appelée la convertase. La convertase. Et cette enzyme, elle est libérée au niveau de la paroi vasculaire des poumons. Voilà. Et l'angiotensine 2, c'est cette hormone qui va agir à son tour sur la glande surrénale pour libérer l'aldostérone. Et l'aldostérone, elle est connue par ses effets au niveau des néphrons. Elle permet la réabsorption, elle augmente la réabsorption du sodium. Le sodium, il est régulé par un ensemble de réactions et un ensemble d'organes et d'enzymes. Tout cet ensemble constitue ce qu'on appelle le système rénine-angiotensine. Concernant la régulation acido-basique. La régulation acido-basique est une étape très importante dans la régulation, puisqu'elle permet la régulation de la concentration des ions H+, au niveau de l'organisme. La régulation du pH. Le pH de l'organisme doit rester constant entre 2 bornes, 7,3 et 7,4. Toute altération dans ce pH, elle peut altérer toutes les réactions métaboliques, elles sont très sensibles à la variation du pH. D'où la nécessité de la régulation acido-basique. Et cette régulation acido-basique se fait au niveau de 2 organes essentiels, au niveau des poumons et au niveau des reins. Dans cette régulation, nous avons 2 grands systèmes de régulation acido-basique, ce qu'on appelle les 2 systèmes tampons. Nous avons le système tampon chimique, qui comprend différents éléments. Nous avons les protéines qui peuvent se dissocier en protéinates et en proton H+. Nous avons l'ammonium qui peut se dissocier en ammoniac et le proton H+. Nous avons l'acide carbonique H2CO3 qui peut se décomposer en HCO3- et le proton H+. Et nous avons l'acide phosphorique H2PO4 qui peut nous donner le phosphate HPO4- plus H+. Comme vous les voyez, ce sont ces éléments qui interviennent dans la régulation des ions H+. Nous allons prendre 2 situations. Si on est dans un état d'acidose, c'est-à-dire nous avons le pH de l'organisme qui descend au-dessous de 7,3. Nous avons une certaine acidité au niveau de l'organisme. Alors, dans ce cas, ces systèmes-là, les systèmes tampons chimiques, donc les réactions, elles vont
se diriger dans ce sens. C'est-à-dire, elles vont ils vont consommer, si vous voulez, tous ces protons. Ils vont, par exemple, ici, le proton il va se fixer sur le protéinate pour former cette protéine, etc. Donc, il va y avoir des réactions qui vont se déplacer dans ce sens. Dans le cas contraire, si on a une alcalose, c'est-à-dire nous avons le milieu est devenu alcalin, c'est-à-dire plus que 7, le pH il est supérieur à 7,4, alors dans ce cas, les réactions, elles vont aller dans le sens contraire, c'est-à-dire il va y avoir ionisation de ces éléments. Les protéines vont donner protéinate et des protons, l'ammonium il va nous donner des protons, l'acide carbonique il va donner des protons et l'acide phosphorique il va donner des protons. Voilà. Donc voilà, ce sont les quatre systèmes tampons chimiques. Et il y a aussi le système tampon physiologique, ça c'est le deuxième grand système. Alors ici, nous avons le système tampon physiologique, qui comprend le système respiratoire ou la fonction respiratoire, voilà pour ne pas dire tout le temps des systèmes, fonction respiratoire et la fonction rénale. La fonction rénale. Ces deux fonctions constituent ce qu'on appelle le système tampon physiologique. Alors, comment ça va fonctionner avec ces tampons? Nous avons la fonction respiratoire, comment elle agit? Elle agit à travers ce composé qu'on appelle le CO2. Vous avez le CO2, ce gaz, quand il se trouve dans l'eau, il va se combiner avec la molécule d'eau, H2O, pour donner l'acide carbonique, H2CO3. Et ça, c'est un acide faible, ça c'est l'acide carbonique. C'est un acide faible qui va se dissocier tout de suite en ion bicarbonate, HCO3- plus un proton H+. Et là, on va voir les deux situations. Supposons qu'on a une certaine acidose, c'est-à-dire nous avons beaucoup d'ions H+ au niveau de l'organisme, nous avons le pH, il est au-dessous de 7,3 pour une raison ou une autre. Alors dans ce cas, la réaction, elle va se diriger dans ce sens, c'est-à-dire pour prendre tous les protons qui sont en plus. Et dans ce cas, on va avoir une augmentation de la formation de CO2 et ce CO2 sera éliminé sous l'effet de la respiration. Voilà ce qu'il en est avec la fonction respiratoire. Concernant la fonction rénale, le deuxième système tampon physiologique. Le deuxième système tampon physiologique est la fonction rénale. Le rein, au niveau des tubules, il agit pour réguler tout ce qui est acido-basique. Il agit sur deux éléments essentiels, les protons H+, et l'ion bicarbonate. Et là aussi, je vais essayer de prendre deux situations. Par exemple, si on a une acidose, c'est-à-dire nous avons au niveau de l'organisme, au niveau du plasma, nous avons un pH qui est au-dessous de 7,3. Donc nous avons une certaine acidose. Alors dans ce cas, nous avons un excès d'ion H+. Qu'est-ce qu'il fait le rein? Il va éliminer les ions H+ au niveau de la lumière tubulaire pour qu'ils soient éliminés au niveau des urines. Et il va en même temps augmenter la réabsorption du bicarbonate, qui a un effet basique. Donc l'ion bicarbonate, il y a une augmentation de la réabsorption du bicarbonate. Voilà comment le rein arrive à réguler tout ce qui est acido-basique au niveau de l'organisme. Dans cette régulation acido-basique, là où il y a intervention des systèmes tampons chimiques, des systèmes tampons physiologiques, il y a intervention des
organes tels que les poumons et les reins, nous avons deux cas de figure de régulation. Nous avons une acidose, on peut parler d'une acidose métabolique. Et là, cette acidose, elle est due à une perturbation au niveau de la fonction rénale. Au niveau de la fonction rénale, par exemple, si dans certains cas, on peut prendre certains médicaments et tout ça, et que ces médicaments peuvent agir au niveau tubulaire et ils vont augmenter la réabsorption des ions H+. Alors, dans ce cas, on peut avoir ce qu'on appelle une acidose métabolique, qui est due à une défaillance au niveau des tubules rénales, au niveau de la réabsorption des ions H+. Ou on peut avoir une alcalose métabolique. Et là, on va avoir une élimination excessive par le rein des ions H+. Là, on parle d'une alcalose métabolique. Donc, acidose métabolique et alcalose métabolique, ça se fait au niveau du rein. C'est quand on a un problème au niveau des reins. Okay? Alors, on peut avoir la même chose au niveau respiratoire. On peut avoir une acidose respiratoire, c'est-à-dire quand il y a une hypoventilation, c'est-à-dire que l'organisme il retient du CO2. Alors dans ce cas, la rétention du CO2, par exemple, si je retiens ma respiration, le CO2 ne va pas se dégager de l'organisme, il va rester dans l'organisme et le CO2, comme je l'avais dit tout à l'heure, il se combine avec la molécule d'eau pour donner cet acide carbonique qui va donner CO3- plus H+. Donc il va produire l'augmentation de la concentration ou de la pression partielle du CO2 au niveau de l'organisme suite à une hypoventilation. Il va augmenter les ions H+ au niveau de l'organisme, ce qui fait qu'il va acidifier l'organisme. Et là, on parle d'une acidose respiratoire. Dans le cas d'une alcalose respiratoire, alors dans ce cas, c'est l'effet contraire. Si on fait une hyperventilation, par exemple, là, je suis là sur place, et si j'augmente volontairement ma ventilation, si je fais une hyperventilation, je vais éliminer beaucoup de CO2 au niveau de l'organisme, ce qui fait la réaction, elle va se déplacer dans ce sens, ce qui fait je vais avoir une diminution de la concentration des ions H+ au niveau de mon organisme suite à cette hyperventilation. Et là, je tombe dans ce qu'on appelle une alcalose respiratoire. Et là, l'organe responsable de ça, c'est les poumons. Voilà ce qu'il en est pour ce qui est la régulation acido-basique. Concernant le glucose, un élément très important au niveau de l'organisme. Vous savez que la concentration du glucose au niveau de l'organisme, au niveau du plasma, elle est de l'ordre de 1 gramme par litre. Alors, pour ce qui est une régulation, là aussi, je vais essayer de donner des exemples. Supposons qu'on est dans une situation d'une hyperglycémie, c'est-à-dire que la concentration du glucose dans le sang elle est de l'ordre de 3,5 ou 4 grammes par litre. Là, on a une hyperglycémie. Alors, dans ce cas, il y a intervention d'une hormone qu'on appelle l'insuline. Et cette insuline, elle est synthétisée par les cellules de l'ingérence qui se trouvent au niveau du pancréas. Et cette insuline, elle va agir de différentes manières. Donc, elle va activer l'assimilation du glucose par les cellules musculaires. Quand il y a une certaine activité, l'insuline, c'est elle qui ouvre la porte au glucose pour rentrer à l'intérieur des cellules musculaires pour qu'elles soient consommées, pour produire de l'énergie. Lorsque ce n'est pas suffisant ou lorsqu'il n'y a pas une certaine activité, alors dans ce cas,
Le glucose en excès, il est emmagasiné sous forme de réserve. L'insuline, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir sur les cellules hépatiques pour augmenter la glycogénogénèse, la formation du glycogène. Et le glycogène, c'est quoi? C'est une association de différentes molécules de glucose. Et là, elle va stocker le glucose sous forme de glycogène, sous forme de réserve au niveau du foie. Et quand ce n'est pas suffisant aussi, elle va agir au niveau du tissu adipeux. Elle va accumuler le glucose, elle va le transformer sous forme de lipides, elle va augmenter la formation du tissu adipeux. Dans le cas contraire, là où quand on a une hypoglycémie, et ça arrive des fois, on peut avoir la concentration du glucose qui peut baisser au-dessous de 1 gramme, au-dessous de la valeur normale, supposons que cette concentration va atteindre le 0,5 g par litre. Alors dans ce cas, il y a une autre hormone qui s'appelle le glucagon, synthétisée par les cellules alpha au niveau des îlots de Langerhans, au niveau du pancréas. Et cette hormone, elle va avoir un effet inverse de celui dont je viens de parler auparavant, de celui de l'insuline. Elle va empêcher, si vous voulez, cette assimilation de glucose au niveau des tissus musculaires. Elle va augmenter la glycogénolyse, c'est-à-dire elle va dégrader le glycogène qui se trouve au niveau du foie pour donner du glucose qui va passer dans le sang. Elle va activer la lipolyse, c'est-à-dire à partir des lipides, elle va donner du sucre. Et tout ça pour augmenter la concentration du glucose dans le sang. Donc voilà ces deux hormones qui interviennent dans la régulation du glucose. Pour ce qui est les autres solutés, tels que par exemple le calcium, il est régulé par deux hormones. La calcitonine qui est synthétisée au niveau de la glande de thyroïde, et cette calcitonine intervient quand on a une hypercalcémie, c'est-à-dire on a une augmentation de la concentration du calcium au niveau du plasma. Elle va agir au niveau de l'intestin pour empêcher l'absorption du calcium. Il y a la PTH, ou la parathyrohormone, qui est synthétisée par la glande parathyroïde. Elle a un effet inverse sur la concentration du calcium. Elle est libérée lorsque nous avons une hypocalcémie, c'est-à-dire un manque de calcium au niveau du plasma. Et dans ce cas, la PTH, elle va agir au niveau de l'intestin pour augmenter l'absorption du calcium. Enfin, il nous reste encore un paramètre très important, qui est la température. Vous savez que chez l'homme, la température normale, elle est de l'ordre de 37 degrés. Et toute variation de cette température peut altérer le bon fonctionnement de l'organisme. Et là aussi, il faut qu'il y ait une régulation. Nous savons que l'homme il peut se trouver dans différentes situations, des situations où il fait très chaud, l'ambiance est très chaude, où il fait très froid. Et là, on va prendre les deux situations. Par exemple, si on se trouve dans une situation où il fait très chaud, alors dans ce cas, il faut que la température de l'organisme doit rester constante, 37 degrés. Alors dans ce cas, il faut qu'il y ait une libération de la chaleur à partir de l'organisme pour que la température ne dépasse pas les 37 degrés. Alors dans ce cas, il y a activation du système parasympathique. Le système parasympathique va agir par le biais de l'acétylcholine. Cette acétylcholine, c'est un vasodilatateur qui va agir sur les vaisseaux pour augmenter la surface de contact, la surface d'échange avec l'environnement. C'est pourquoi, par exemple, quand il fait chaud, nous avons les vaisseaux qui sont dilatés. C'est pour augmenter cette surface d'échange avec le milieu environnement, pour augmenter la convection, pour augmenter la dissipation de la chaleur. Et là, on parle de la thermolyse, c'est-à-dire la dégradation de la chaleur. Avec l'acétylcholine, quand il fait très chaud, et donc elle est libérée par le système parasympathique, elle va agir au niveau des glandes sudoripares. Et les glandes sudoripares, elles vont éliminer ce qu'on appelle la sueur.
Et dans cette sueur, il y a de l'eau. Et l'eau, c'est un bon conducteur de la chaleur. Donc voilà, par ce biais que se fait la régulation quand il fait très chaud. Quand il fait très froid, alors dans ce cas, il y a l'activation du système sympathique par le biais de l'adrénaline. L'adrénaline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va agir sur certains muscles pour augmenter la contraction. Et c'est pourquoi on a ce qu'on appelle le frisson. Ce frisson, c'est pour augmenter la chaleur au niveau de l'organisme. Et là, on parle de la thermogénèse, la formation de la chaleur. L'adrénaline, elle agit aussi au niveau des vaisseaux pour augmenter la vasoconstriction. Pourquoi? Parce que quand il y a une vasoconstriction, la surface d'échange elle est réduite. Et comme ça, on réduit l'élimination de la chaleur. Voilà, d'une façon générale, comment se fait cette régulation de la température. Et là, vous avez ce schéma qui regroupe toutes les informations sur la régulation de la température ou la thermorégulation. Sur ce, je vous remercie.